Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour aborder Pantagruel et plus spécifiquement quelques passages que j'ai délibérément choisis et qui me semblent caractéristiques de cette œuvre. De façon à ce que cette vidéo soit la plus pertinente possible, je vous invite bien évidemment à lire ces textes que je ai mis à votre disposition et qui, non seulement sont relativement courts, mais sont également bien documentés, les notes de bas de page permettant de comprendre des termes qui, peut-être aujourd'hui, poseraient davantage de problèmes. N'hésitez donc pas à jeter un coup d'œil à ces textes avant de revenir sur cette vidéo. Quoi qu'il en soit, on parle ici, pour le premier extrait choisi, du dilemme de Gargantua. Ce dilemme, pour rappel, un dilemme est une situation dans laquelle se trouve un personnage euh, confronté à un choix apparemment insoluble et dont les issues sont insatisfaisantes. Un peu l'image du dilemme cornélien qu'on avait déjà évoqué en parlant du Cid précédemment. Ici, Gargantua est effectivement confronté à un dilemme burlesque. Nous reviendrons sur la dimension de burlesque plus tard, puisque il est ébahi, il est perplexe, il est confronté à une situation dans laquelle il se sent un peu comme une souris empêtrée, piégée, pris au piège, ou un lapin pris au collet, puisqu'il ne sait pas exactement s'il doit rire ou pleurer. Et la situation est toute simple, vous l'aurez compris. Badbec, son épouse, vient de donner naissance à son fils. Source de joie immense, malheureusement, elle meurt lors de cet accouchement. Donc à la fois rire et larmes, rire parce qu'il est désormais père, larmes parce qu'il a perdu l'être qui comptait le plus à ses yeux. Et tout le texte va être construit autour de cette opposition, de cette structure. Les larmes, bien évidemment, puisque, on le voit dès le deuxième paragraphe, il s'agit de se plaindre sur le registre lyrique. Pour rappel, le registre lyrique a cet objectif d'exprimer, d'exalter les sentiments. On retrouve toute une délibération, un débat interne autour de questions rhétoriques, de questions oratoires qui n'attendent bien évidemment pas de réponse, pour mettre en évidence la douleur de Gargantua, son incompréhension face au malheur. On a aussi toute une série de phrases exclamatives, de prières à Dieu, et même une prosopopée. Pour rappel, une prosopopée est une figure de style qui fait parler un être absent, mort ou abstrait, lorsque justement Gargantua s'adresse à la mort elle-même. Et tous ces procédés stylistiques ont pour objectif de mettre en exergue, de mettre en évidence la douleur ressentie par Gargantua, son désespoir. Et un désespoir d'autant plus important qu'il ne retrouvera jamais de femme aussi merveilleuse que celle qu'il vient de perdre. Il en a conscience, ce côté inestimable de son épouse rend la situation particulièrement difficile et l'encourage bien évidemment aux larmes. Pourtant, le troisième paragraphe vient contrebalancer tout ça puisqu'il s'agit dans ce paragraphe-là plutôt de rire. Il est désormais père et la description qu'il fait de son fils va dans cette idée de joie. On a une description améliorative dans le sens où on parle d'un fils si beau, si joyeux, si rieur, si joli. On a cette intensité qui apparaît, cette hyperbole qui est présente, qui fait de lui un père qui se plonge à nouveau dans le lyrisme, mais cette fois non pas pour exprimer la plainte et la douleur, mais plutôt pour exprimer la joie. On a à nouveau des remerciements à Dieu, donc des adresses à Dieu, mais cette fois qui sont des remerciements et non pas des prières. On a les mêmes procédés stylistiques que dans le paragraphe précédent, mais cette fois l'accent est mis sur le côté plutôt heureux, joyeux de tout ça. Et c'est là qu'on intervient, qu'on arrive finalement sur le burlesque. On arrive à cette conclusion qu'il faut célébrer le corps et la joie de vivre. Entre ce dilemme insoluble entre larmes et rire, finalement, Gargantua finit par trancher. C'est la vie, la joie qu'il choisit de privilégier. Tonalité burlesque du texte parce que on traite d'un sujet qui est grave, on traite de la mort, sur un ton qui est relativement léger. Rabelais travestit de manière comique et bouffonne son personnage, ses faits et ses gestes, les résultats de ses lamentations, et tout ça nous amène vers le rire plutôt que vers les larmes. D'ailleurs, on a vraiment une symétrie entre certains termes qui sont utilisés. On parle de vache et de veau, par exemple, la vache renvoyant à la mère, le veau au nouveau-né. Et on a une connotation assez gaie qui apparaît très rapidement dans le texte, qui montre, à travers la créativité verbale de l'auteur, et à travers les allusions même sexuelles à certains endroits, que c'est la vie et que c'est la joie qui prend le pas. C'est la joie et la bonne humeur qui dominent le texte. D'ailleurs, on a toute une partie injonctive dans le troisième paragraphe qui en témoigne. Quand il parle de vin, de verre, d'aller mettre la nappe, de préparer la soupe, de fêter tout ça, Gargantua montre, on appelle finalement à chacun à célébrer cette naissance, à s'en réjouir. Ce qui n'est pas sans rappeler l'hédonisme, la doctrine philosophique qui considère le plaisir comme un bien essentiel, comme le but de l'existence et qui fait cette recherche
qui fait de sa recherche, le mobile principal de l'activité humaine. Hédonisme qu'on a souvent tendance d'ailleurs à confondre avec l'épicurisme, puisqu'Épicure défend dans sa philosophie l'idée plutôt de besoins naturels et nécessaires. Par exemple, boire et manger, c'est naturel et nécessaire. Par contre, se saouler ou manger en excès n'est pas nécessaire, et donc ne fait pas partie de la doctrine d'Épicure. Par contre, l'hédonisme privilégie le plaisir, le bien-être, et on fait une quête à part entière. Et ici, on retrouve un petit peu cette quête de dire, non seulement on va profiter de la vie, mais on va fêter dignement cette naissance. Et ça rejoint un peu cette philosophie humaniste. Ce dernier paragraphe apparaît véritablement comme décisif, puisque c'est la réponse finale au dilemme. Mieux vaut moins pleurer et boire davantage. Sur le mode un peu humoristique, Rabelais rappelle ici le célèbre carpe diem épicurien. D'ailleurs, on le voit assez bien, le jeu sur les temps verbaux, même la litote, lorsque Gargantua dit « je ne suis plus tout jeune », ce qui signifie très clairement qu'il est déjà à un âge avancé, montre qu'il a conscience du temps qui passe, qu'il a conscience aussi de son âge, qu'il a conscience du fait que la vie est courte et qu'il doit en profiter. Et un peu à l'image de l'humanisme, il invite à replacer l'homme au centre et à profiter des instants qui nous sont donnés. Le rire est finalement beaucoup plus pertinent, beaucoup plus intéressant que les larmes. Gargantua, d'ailleurs, ne restera pas désespéré longtemps. Pour ceux qui connaissent cette aventure, pour ceux qui liront cet ouvrage, vous le verrez assez rapidement. Premier épisode, donc, ce dilemme de Gargantua, entre rire et larmes. Les deux sont présents, mais il s'agit à un moment de trancher. Deuxième épisode, le portrait de Panurge. Panurge est en effet un personnage extrêmement important de ce récit. Son nom vient du grec panourgos, qui signifie à la fois apte à tout faire et méchant. Et c'est un personnage justement qui va revenir dans de nombreuses œuvres, le tiers-livre, le quart-livre et même le 5e livre, donc dans l'intégralité de la geste rabelaisienne, à l'exception de Gargantua. Un personnage qui est extrêmement complexe. Vous avez ici sur l'image l'époque durant laquelle il a été fait prisonnier par les Turcs et mis à la broche. Il va finalement se libérer bien évidemment, et ce sera une partie du récit. Mais c'est un personnage complexe parce que il apparaît un petit peu comme l'opposition à Pantagruel. Il est d'une belle physionomie, mais il est misérablement vêtu. Pourtant, il va gagner très rapidement l'affection de Pantagruel, du héros, en réclamant la charité dans 14 langues différentes, dont 3 imaginaires, le lanternois, l'utopien et le langage des antipodes, avant finalement de s'exprimer en français. On voit chez lui un personnage d'une grande culture, un savant polyglotte qui maîtrise les langues anciennes, mais aussi antiques, modernes, européennes, orientales. Mais on voit aussi en lui un personnage fourbe, voleur, menteur, méchant, et malgré tout un personnage qui sait rester drôle dans toutes les situations. Il rappelle un petit peu Maître Renard, dans le roman de Renard, ou les grands trompeurs des fabliaux. Il ressemble comme un frère au mauvais garçon qui hantait les tavernes chez François Villon. Et il semble que Panurge soit donc un personnage beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît. Derrière cette apparente fourberie, cette apparente méchanceté, se cache un personnage qui est beaucoup plus savant qu'il n'y paraît. Un savant encyclopédique, puisque son but, et le but de l'humanisme par extension, c'est aussi de connaître le plus de choses possible, d'avoir des connaissances sur tous les domaines. Et Panurge incarne très bien justement ce savoir encyclopédique. Il a une connaissance de toutes les techniques de chirurgien, mais aussi des rebouteux de tête coupée. Il possède beaucoup de dextérité, mais c'est également un cambrioleur, un pickpocket, un charlatan. C'est un maître du mensonge et un maître du discours oratoire. Donc Pantagruel éprouve beaucoup d'amitié pour cet homme, et c'est assez paradoxal parce que Pantagruel incarne justement pleinement cet humanisme, et Panurge va lui incarner plutôt cette dérision qui lui fait face, cette critique du savoir, cette critique de la connaissance et des institutions. C'est un personnage qui est voyant, il va s'habiller d'ailleurs de manière voyante. C'est un personnage qui est buveur, qui boit beaucoup, qui n'hésite pas à faire la fête, qui aime séduire, qui se vante d'ailleurs de ses talents de séducteur. Il tient sa réputation de surmal d'ailleurs. En 9 jours à Paris, il prétend avoir réalisé 417 conquêtes, ce qui est une statistique qui n'a rien d'extraordinaire, rien d'exceptionnel dans l'ensemble des statistiques données dans l'œuvre rabelaisienne. De la même manière, lorsque les dipsodes parleront de lui, ils affirmeront qu'il a conquis 150 000 filles.
ce qui n'est pas rien. Donc un personnage extravagant, un personnage extraverti, dont les victimes préférées sont les théologiens, sont les maîtres et les docteurs de l'université, qu'il traite souvent avec des inventions du plus mauvais goût. Il est malfaisant, il est pipeur, il est batteur de pavés, il connaît 63 manières différentes de se procurer de l'argent, il ne sort jamais sans un équipement de cambrioleur. Et pourtant, au-delà de cette dimension de monteur, de tricheur, au-delà de cette dimension savante, c'est aussi quelqu'un qui apparaît comme un justicier. Souvent, ces méfaits sont commis à l'encontre justement de personnages qui sont critiquables dans leur comportement, dans leur attitude, dans leur mode de vie. Il s'en prend volontiers aux donneurs d'indulgence, par exemple, ou aux belles dédaigneuses qui l'ont rejeté. Panurge apparaît véritablement comme un protestataire, mais un protestateur farceur, facétieux. Et c'est ça qui en fait un personnage complexe, à la fois défenseur d'un savoir extrêmement cultivé, mais aussi menteur, tricheur, fourbe, tantôt pour le simple plaisir de faire du mal, tantôt pour rétablir la justice lorsque cela est nécessaire. Dernier élément sur lequel je voulais revenir en parlant de Panurge, c'est cette expression que vous avez certainement déjà entendue lorsqu'on parle de mouton de Panurge. Le mouton de Panurge fait bien évidemment référence à Panurge lui-même et désigne un suiveur, une personne qui, comme un mouton, imite sans se poser de questions, suit instinctivement ce que fait le plus grand nombre et se fond dans un mouvement collectif sans exercer d'esprit critique. C'est un véritable mouton dans le sens où il incarne tout ce que l'on peut détester du point de vue humaniste, une personne qui ne fait pas preuve d'esprit critique, une personne qui ne réfléchit pas par elle-même, qui suit ce qu'on lui dit, qui suit la doctrine dominante, qui suit la pensée de l'Église par exemple. Et cette expression, qui renvoie à l'esprit grégaire des moutons, trouve son origine dans un épisode du quart livre de François Rabelais. Pas exactement dans ces termes, mais l'allusion est bien évidente. Pour l'histoire, Pantagruel et Panurge parcourent la mer afin de consulter l'oracle de la dive Bouteille. Et ils ont, à un moment donné, abordé un navire de commerce où ils font la connaissance avec différents passagers. Une altercation éclate entre Panurge et Dindonneau, qui est un marchand, puisque Panurge s'est moqué de l'accoutrement ridicule du marchand. Et après cela, après le retour au calme, Panurge va essayer de négocier avec le marchand Dindonneau un mouton. Et la transaction va s'éterniser tout simplement parce que le troupeau appartient à la race des chrysomalos, c'est-à-dire des béliers à la toison d'or, ce qui explique leur coût élevé. Et le marchand va forcément essayer d'en rajouter autour des qualités extraordinaires de ces moutons, ce dont Panurge n'est absolument pas dupe. Finalement, quand enfin il va réussir à acheter l'une de ces bêtes, il va tout simplement s'en saisir et la jeter à la mer. Et l'esprit grégaire des moutons va amener tous les moutons à suivre leurs congénères jetés à la mer et entraîner avec eux les marchands qui se trouvent pris dans le flot. Donc, on a cette idée de mouton de Panurge, de cette idée de suivre la masse de manière totalement inconsciente, de manière totalement stupide même, puisqu'ici les moutons courent à leur propre perte, entraînant avec eux les marchands. Voilà pour cette expression un petit peu particulière. J'aimerais terminer ces quelques mots en parlant un petit peu de la philosophie générale de Pantagruel. Cette philosophie se résume en une phrase. Science non conscience n'est que ruine de l'âme. Dans ce texte paru en 1532, qui appartient à la première Renaissance, donc là, avant les grandes guerres de religion, avant le déchaînement de l'intolérance, Gargantua donne à son fils, Pantagruel, son programme d'études. Et celui-ci met en évidence le caractère encyclopédique des études, puisque le savoir et la vertu sont associés dès la première phrase. Savoir, c'est quelque chose d'essentiel. On note la volonté d'acquérir un savoir total, sans lacune, dans tous les domaines. Dans le domaine des langues, par exemple. Il s'agit de revenir au texte sans l'intermédiaire des commentaires, puisque les commentaires faussent le sens initial. Donc il faut être capable, contrairement à l'éducation scolastique, de se forger sa propre opinion. Dans le domaine des sciences également, qu'on distingue des pseudosciences telles que l'astrologie, où le souci, c'est l'exhaustivité. Aucune partie de l'univers ne doit nous rester inconnue. On parle également du domaine du droit, qui est souvent mis en parallèle avec la philosophie, où il s'agit de réexaminer à la lumière de la raison toutes les situations sociales qui se posent à nous. Il s'agit d'exercer son esprit critique. Même constat pour la médecine, apprise certes dans des livres, mais tous les livres sont intéressants, tous doivent être traités d'un certain point de vue, pour autant qu'on prenne le temps de revenir à la source et non pas de prendre les commentaires.
Mais une médecine justement qui est intéressante parce qu'avec les médecins, avec la dissertation, on refuse le savoir purement livresque. On va de plus en plus, à l'imitation des anciens, revenir sur une connaissance pratique, une connaissance expérimentale. Enfin, même les Saintes Écritures doivent être étudiées parce qu'elles permettent d'avoir une bonne conception de l'homme et qu'elles sont porteuses de réflexion et des conflits aussi à venir. Donc, une connaissance qui s'étend sur tous les domaines. Domaine également moral, bien évidemment, puisque, et c'est là que ça devient intéressant, et c'est là qu'on rejoint cette idée de science non conscience n'est que ruine de l'âme, tout simplement parce que la dimension morale est essentielle. Le savoir se jauge au savoir-faire dans des discussions publiques. Savoir, c'est toujours savoir dans une situation de communication. Et il doit conduire également à une réflexion morale. Le texte s'achève donc souvent, et c'est le cas ici avec Pantagruel, sur un appel à la piété. On pourrait penser que le savoir vaut pour lui-même et n'a donc rien à voir avec la morale. Et pourtant, donc ça se justifie dans le sens où la recherche désintéressée vaut pour elle-même. Elle est en soi une valeur. Le savant n'a pas pour but que la recherche de la vérité, n'a pas pour autre but que la recherche de la vérité. Il n'a pas à se préoccuper d'autre chose. C'est pour ça que Galilée, par exemple, grâce à sa lunette, a construit une nouvelle représentation de l'univers, héliocentrique, dont le seul critère, c'est l'homme et la capacité à rendre compte du réel, peu importe si ça contredit ce qui est en place. Une théorie scientifique à part entière n'est ni bonne ni mauvaise. Elle est vraie ou fausse. Et elle est vraie tant qu'elle n'a pas été réfutée. Et pourtant, le savant, il a quand même une certaine responsabilité. C'est ça qui est intéressant. Le savant, il est citoyen du monde. L'utilisation du savoir qu'il a, l'utilisation formidable du pouvoir que confère le savoir, confère aussi des responsabilités. Il ne peut pas traiter le savoir de manière indifférente. Si on prend récemment les découvertes menées sur le clonage par exemple, ou la procréation médicalement assistée, sur les organismes génétiquement modifiés, ont des conséquences sur notre vie, sur la façon d'appréhender notre vie. Donc d'un point de vue éthique, il y a des questions qui se soulèvent. Et c'est pour ça que Science sans conscience est donc bien ruine de l'âme, parce que le savant est responsable de l'humanité. Rabelais avait pressenti cette responsabilité qui implique, de la part du savant, une véritable réflexion morale et éthique, donc philosophique également. Cette éthique doit être une affaire collective démocratiquement débattue pour éviter justement la censure. Et c'est pour ça que Galilée, en son temps, va être, comme Darwin, frappé d'interdit. Darwin est encore aujourd'hui interdit dans certains États américains parce qu'il n'y a pas de consensus, il y a un refus de certaines sociétés d'accepter ces éléments-là. Donc la science ne peut pas être établie sans conscience. On est obligé de le faire d'un point de vue moral, avec une véritable réflexion. Et c'est ce qu'apporte Pantagruel justement dans cette réflexion humaniste. Pantagruel va poursuivre la connaissance, mais une connaissance qui devra être mise au service du bien commun. La morale reste omniprésente. Voilà ce que nous pouvions dire de Pantagruel. La prochaine fois, nous nous intéresserons plus spécifiquement à Gargantua. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et comme d'habitude, je reste à disposition pour toutes vos questions.